Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 5 avril 2016 en République centrafricaine. Moins d'une semaine après son investiture, le président Faustin Archange Touadéra nomme son Premier ministre. Mathieu Simplice Sarandji, l'un des proches collaborateurs du chef de l'État, succède à la primature au Premier ministre de la Transition, Mahamat Kamoun. Mahamat Kamoun qui a remis sa démission à M. Touadéra. Le décret présidentiel annonçant samedi la nomination de Mathieu Simplice Sarandji a été lu à la radio d'État. Comme M. Touadéra, qu'il connaît depuis leurs études, M. Sarandji est aussi un universitaire plutôt discret, bien que tout de même rompu aux affaires publiques. L'homme de 61 ans est diplômé d'un doctorat en géographie de l'université de Bordeaux III en France et il enseigne depuis plusieurs années déjà à l'université de Bangui. Lorsque Faustin Archange Touadéra était lui-même Premier ministre de 2008 à 2013, Mathieu Simplice Sarandji était déjà son directeur de cabinet. Et plus récemment encore, Mathieu Simplice Sarandji a également été le directeur de campagne du candidat Touadéra lors de la présidentielle. Pour ce qui est de la constitution de son nouveau gouvernement, M. Sarandji devrait l'annoncer dans les prochains jours. Politique dans le Tchad voisin également. C'est ce dimanche 10 avril qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les candidats, 14 personnes, dont le président sortant, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990 et candidat à sa succession. La campagne en cours se déroule dans un contexte particulièrement tendu en ce moment. Il y a 2 semaines, 4 représentants de la société civile ont été arrêtés et sont toujours en détention. Par ailleurs, l'opposition craint que le scrutin ne soit pas transparent. Et enfin, dimanche dernier, un homme soupçonné de trafic de cartes d'électeurs a été arrêté par des militants de l'opposition. L'homme dénonçait alors que plusieurs personnes lui laissaient leur carte d'électeur près d'une file d'attente à Atron, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, a été conduit au commissariat. Il sera toutefois libéré en début de soirée. Et selon la police, le suspect qui aurait en fait distribué des t-shirts et des casquettes à l'effigie du président sortant s'assurait simplement que les acheteurs étaient bien des électeurs. Une explication qui ne convainc pas l'opposition qui soupçonne un début de fraude. Renforcement des dispositifs de défense au Sénégal. Hier, le président Macky Sall a annoncé cette mesure pour parer à la menace terroriste grandissante dans la région, notamment après les récents attentats islamistes meurtriers au Burkina Faso, au Mali ou encore le mois dernier en Côte d'Ivoire. Parmi les actions mises en place, il y aura un renforcement des hommes, mais aussi un renforcement en matériel des forces armées et de la défense civile. M. Sall a exprimé sa volonté d'adapter la réactivité du Sénégal à ces nouveaux défis sécuritaires. C'était au cours de son discours prononcé à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Aucun chiffre n'a cependant encore été communiqué sur ces nouveaux moyens dont seront dotées les forces de sécurité du pays. Pour le porte-parole de l'armée sénégalaise, en tout cas, il est aussi très important de resserrer les liens de renseignement entre la population et les forces de sécurité. Alors que le président Omar Guelleh briguera un 4e mandat lors de l'élection présidentielle à Djibouti ce vendredi, un groupe de femmes mène une grève de la faim pour dénoncer les viols dans le pays. 10 Djiboutiennes réfugiées politiques en Belgique ou en France ont arrêté de se nourrir le 15 mars dernier afin de dénoncer la pratique, selon elles, du viol par l'armée comme moyen de réprimer l'opposition. La porte-parole du comité en France explique, je cite, que depuis le début de la guerre civile en 1991, il y a eu des centaines de femmes dans les régions du nord et du sud-ouest du pays qui ont été violées par des soldats de l'armée gouvernementale, simplement parce qu'elles sont soupçonnées de sympathie à l'égard du front armé du FRUD qui opère dans ces régions. La militante réclame une enquête internationale sur ces exactions et elle espère la reconnaissance de ces viols comme crimes de guerre. Au Nigeria, il y a bientôt 2 ans que 276 jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram dans leur établissement scolaire de Chibok. Alors que les habitants de cette ville de l'État de Borno ne cessent de réclamer la libération des 219 filles qui sont toujours captives, ils attendent aussi toujours la reconstruction du lycée et la reprise de l'enseignement dans la ville. Reportage. Des ruines, c'est tout ce qu'il reste du lycée de Chibok après le passage de Boko Haram il y a 2 ans. Peu avant les élections, l'année dernière, l'ancien président Goodluck Jonathan avait promis la reconstruction du bâtiment. Mais à part quelques piles de parpaings, aucun signe de chantier. Les habitants sont en colère.
Il faut simplement que nos enfants, notre population, puissent continuer leurs études. Mais depuis 2 ans, il n'y a ni école ni enseignement à Chibok. Les habitants ont demandé au gouvernement l'ouverture d'une autre école publique, en vain. Boko Haram a gagné, eux qui disent qu'ils ne veulent pas d'éducation à l'occidentale. L'instituteur s'indigne d'autant plus que des écoles ont déjà rouvert dans les localités voisines touchées par les incursions des islamistes. La population de Chibok se sent abandonnée. Pourtant, les parents des lycéennes enlevées il y a presque 2 ans n'ont pas complètement perdu espoir. La contre-offensive de l'armée nigériane a permis d'affaiblir les insurgés islamistes dans la région et des miliciens engagés dans la lutte contre Boko Haram patrouillent dans la petite ville. Quand je verrai ma fille revenir, mon cœur s'emplira de joie. Tous les petits maux et autres contrariétés disparaîtront et je serai vraiment heureux. Le 14 avril, date anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram, Yawale se recueillera dans l'école. Et avec d'autres parents, il priera pour le retour sain et sauf de leur fille. À l'international, suite de la saga Panama Leaks. Alors que la liste des noms de plus en plus de responsables politiques du monde entier ou de leurs proches ayant des comptes dans des paradis fiscaux s'allonge, eh bien c'est l'ensemble du barreau du Panama qui tremble aussi. Depuis que 11,5 millions de documents ont été détournés de Mossack Fonseca, cette firme d'avocats chargée de créer et de domicilier des sociétés basées dans les paradis fiscaux, eh bien les avocats du Panama craignent que le scandale dit de Panama Papers menace l'ensemble de la profession du pays. Cette attaque n'affecte pas seulement le cabinet Mossack Fonseca, elle affecte aussi les avocats dans un contexte général, car ceci veut dire qu'on va perdre un peu la confiance envers notre secteur, aux services rendus par les avocats et bien entendu par le pays, parce que Panama est un centre mondial de prestation de services. Si nous perdons la confiance de nos clients pour continuer de constituer des sociétés anonymes à Panama, ces revenus seront perdus pour le pays. Ils seront perdus pour les avocats, pour les bureaux de notaires, pour le système du tourisme de Panama en général, parce que beaucoup de ces clients viennent à Panama pour parler avec leurs avocats. Nous allons assister à des réunions avec d'autres avocats de cabinets importants dans le pays pour voir ensemble comment le barreau de Panama va faire face à cette nouvelle attaque contre le système de service national. Et derrière ce scandale dit des Panama Papers, eh bien, il y a surtout le travail colossal d'un groupe international de journalistes, l'ICIJ. Le consortium international des journalistes d'investigation a en effet coordonné pendant 9 mois cette opération qui a permis de mettre en lumière un vaste système d'évasion fiscale concernant entre 1977 et 2015 plus de 214 000 entités offshore créées ou administrées par la seule Mossack Fonseca dans 21 paradis fiscaux différents et pour des clients de plus de 200 pays. Les détails de l'enquête. Ces documents ont été obtenus par un journaliste en Allemagne qui travaille pour le journal Süddeutsche Zeitung. Il a reçu ces documents d'une source anonyme lors d'une précédente enquête que nous menions sur les paradis fiscaux. C'est le cas le plus important que nous ayons eu à traiter. C'est la plus grande collaboration journalistique de l'histoire, on peut le dire. C'est génial de voir comment nous pouvons faire évoluer le journalisme, car nous savons qu'il est sous pression à cause du manque de moyens, entre autres. Nous pensons qu'il s'agit là d'un nouveau modèle qui émerge. Des entreprises qui n'ont pas assez de ressources les mettent en commun pour un meilleur résultat. L'une des plus grandes surprises est le nombre d'hommes politiques et de dirigeants du monde entier qui figurent dans la liste. On parle là d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, anciens ou actuels, et de leurs collaborateurs qui n'ont pas déclaré l'existence de leurs comptes offshore. Si vous êtes un élu, cela pose problème. Voilà ce qui se passe en ce moment. Terminons notre journal en Russie. À Moscou, fini la vodka. C'est désormais la bière artisanale qui fait le plus d'adeptes. La passion pour l'alcool blanc emblématique de Russie fait progressivement place à un engouement pour la bière. Explication du phénomène dans ce reportage. Un bar avec 40 parfums de bières différents. Non, nous ne sommes pas à Munich ou à Bruxelles, mais bien à Moscou. Les gens boivent toutes sortes de bières. Chacun a ses propres goûts. Chacun sait ce qu'il vient chercher dans une bière. Certains préfèrent le cidre, nous en avons de très bons. Certains aiment les bières classiques, d'autres plus amères. Plutôt réputée pour sa vodka, la Russie possède pourtant une longue tradition de production de bière. C'est en 1724 qu'une première brasserie ouvre à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui,
Le pays compte 50 grandes brasseries et 1000 microbrasseries. Les Russes et les Moscovites en particulier plébiscitent ces bières élaborées dans des distilleries artisanales. Depuis 2011, leur nombre a explosé car la législation sur le brassage reste floue. Des bars à bière ouvrent toutes les semaines. Beaucoup de gars qui brassaient pour leur usage personnel ont conclu des contrats pour brasser en grande quantité. Il y en a aussi qui commencent leur propre commerce, ils s'équipent et ils ouvrent leur microbrasserie. Ça bouge vite. Le marché reste dominé par les géants de la bière russe comme Baltika. Mais pour certains, cette tendance de la bière artisanale pourrait aider à changer l'image d'un pays accro à la vodka. Une récente étude des statistiques Rosstat a même annoncé que 7 Russes sur 10 préféraient la bière au traditionnel alcool blanc. J'aime le goût, mais plus que tout, j'adore l'effet que ça produit. Ici, les gens commencent à boire et ça les réunit. Ils commencent à discuter entre eux. L'année dernière, en Russie, les grands brasseurs comme Carlsberg ou Heineken ont vu leurs ventes plonger de 10%, crise économique oblige. Celles des brasseries artisanales, en revanche, ont augmenté de 26%. Et on ne le répétera jamais assez, l'alcool est à consommer avec grande modération. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 5 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mercredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa.